bonjour à tous. Voilà, on peut peut-être passer effectivement directement à la deuxième diapositive. Effectivement, on va vous parler de carbone organique, stockage, séquestration, et puis comment se pose cette problématique. Traversée rapide, puisqu'il faut qu'on ait le temps d'une table ronde. D'abord, pour rappeler que l'humus dans les sols, ce sont des résidus décomposés, des résidus organiques décomposés, mais très fortement liés aux argiles. Et puis, ce sont des matières organiques très condensées, donc qui a cette couleur noire. Peut-être cliquer. Et cliquer, Pauline. Voilà. Voilà. Et puis donc près de 50% de cette matière, c'est du carbone organique. Puis rappelez qu'une tonne de carbone, c'est à peu près 3,66, même exactement 366 tonnes de CO2. Suivante. Voilà. Alors ensuite, la matière organique, c'est quelque chose de fondamental pour la surface du sol parce que toutes les fonctions, propriétés des sols sont proportionnelles à la teneur en matière organique. En tout cas, la liste non close qu'on voit là, cliquez. Suivant, donc, qui est une... oui, voilà, notamment tout ce qui est la fertilité physique, et puis suivant, à rapprocher du fait qu'on a perdu de 50 à 70% de cette matière organique, enfin, jusqu'à 50 à 70% dans les sols cultivés. On verra que dans nos agrosystèmes, c'est à peu près ça. Suivante. Alors voilà, alors par rapport à ça, en même temps, le sol est clé de voûte des écosystèmes terrestres, hein, et de plus en plus, on l'a vu avec différents rapports internationaux qui surprennent pas les pédologues, mais on atteint cette fois un auditoire beaucoup plus large. Et bien, on a un vrai problème avec la dégradation des sols et toutes les fonctions qu'il y a derrière. Suivant. Donc évidemment, le Climate Change and Land a beaucoup réveillé les esprits il n'y a pas si longtemps. Suivant, on a bien avant la revue Science qui avait pointé du doigt l'état des sols, et notamment en disant par exemple que l'érosion est un problème aussi grave que le changement climatique. Là, on voit la stagnation des rendements qui sont relevés partout dans le monde. On voit la contribution de l'agriculture aux émissions globales de gaz à effet de serre. Suivant. Et donc, pour les agriculteurs, voilà, c'est pas simple. Suivant. On a évidemment la question climatique qui est un peu, je dirais, le produit d'appel, avec notamment cette initiative 4 pour 1000 qui a mis en avant cette notion purement climatique. Elle n'est pas encore agronomique et pédologique, là, ça va être notre sujet, mais purement climatique déjà, de dire qu'en gros les émissions de CO2 annuelles seraient compensées par une augmentation d'un facteur 1,004, le 4 pour 1000. Si annuellement on augmentait les teneurs en humus des sols des 30-40 premiers centimètres. Voilà. Et ça a été, le clou a été enfoncé par différents rapports, dont notamment celui de l'ASAC, donc le Conseil scientifique des Académies des sciences européennes, 2018, clou réenfoncé en 2019, en disant, quand on regarde les différentes technologies de séquestration qui ont été proposées à la COP 21, la seule qui semble tenir la route sur l'ensemble des critères, enfin, non pas être en mesure de régler les problèmes, mais peut-être de contribuer significativement, serait la séquestration de carbone organique dans les sols. Donc sous forme d'humus, suivant. Et donc c'était le 4 pour 1000. Et le 4 pour 1000, évidemment, pose la question du comment. On sait qu'il y a 196 pays qui ont adhéré. Et le comment, c'est en gros des méthodes qui sont regroupées sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Et puis aujourd'hui, on parle aussi d'agriculture régénérative, qui est un terme qui passe plus facilement, je pense, ici dans le public. Alors c'est basé sur réduire l'intensité mécanique, sur toujours couvrir le sol, sur la diversité spécifique de la rotation dans les couverts, etc. Suivant. Alors, détail qui n'en est pas un, est-ce qu'on parle de stockage ou de séquestration? Séquestration, c'est récupérer du CO2 dans l'atmosphère et le mettre dans le sol, suivant. Et il y a aussi une idée de durée, hein, quand on voit par exemple sur cette belle étude-là, signée de Jérôme Balédan et les co-auteurs, on considère en gros qu'on peut parler de séquestration si notre carbone est là depuis 20 ans, ce qui veut dire que quand on regarde cette étude, en gros, on va s'intéresser en termes de turnover aux 30 premiers centimètres, effectivement, dans lesquels dominent les formes de durée relativement courtes. Ensuite, on est sur des durées beaucoup plus longues. Vous voyez qu'on arrive vite à une centaine d'années comme forme dominante et plus. Voilà. Suivant. Alors non, le stockage par opposition, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de soustraction nette de CO2 à l'atmosphère. Exemple, vous avez une ferme, vous avez 10 parcelles, mais vous concentrez tout le fumier de ferme, tout l'engrais de ferme sur une seule parcelle. Eh bien, vous faites du stockage sur cette parcelle-là, en déstockant sur les autres. Donc vous faites en fait du transfert de carbone et vous stockez quelque part, comme vous mettriez des bottes de paille dans un hangar, mais vous n'avez pas fait de séquestration. C'est pas quelque chose que vous avez, c'est pas une soustraction nette de CO2 à l'atmosphère. Suivant. Voilà, alors si on regarde par exemple l'état des sols à Genève, on parlait de perte de carbone organique, voilà les teneurs en argile en abscisse, les teneurs en matière organique en ordonnée, suivant.
Ça, c'est la limite en dessous de laquelle il ne faudrait surtout pas se trouver, qui est le 12% de rapport matière organique argile. Ça, c'est la limite qu'il faudrait en tout cas atteindre. Vous voyez un petit peu l'état des sols genevois, et c'est une généralité. Vous pouvez reprendre ça pour beaucoup de sols français, suisses, allemands, etc. Suivant. En gros, on a en moyenne un déficit de 70%, et il faudrait au moins, pour le minimum acceptable, atteindre ce 17%, et actuellement, on est à 10%. Donc, il faudrait remonter. Voilà. Alors, ça donne un plan, non, vous pouvez y aller, ça donne un plan climat à Genève, notamment, avec une mesure 6.4 qui propose 15 000 tonnes de carbone dans les sols agricoles par an, de séquestrer. CO2, pardon, pas carbone. Suivant. Alors, il en manque 700 000 tonnes en total pour atteindre une qualité minimale, si on se situe non pas d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue agronomique. Suivant. Et là, c'est intéressant de noter que si vous faites 4 pour 1000 pendant 30 ans, vous aurez gagné 13%. En agronomie, on veut plus 70, plus 70 pour les Français. Donc, vous voyez que c'est pas rien. C'est pas rien, et je dirais que les besoins climatiques vus à une échelle planétaire, c'est peanuts. On a besoin agronomiquement de faire beaucoup mieux. Suivant. Alors évidemment, tout le monde se pose la question, est-ce que ça marche l'agriculture de conservation? Là, vous pouvez cliquer, il y a différents, juste pour évoquer, disons, énormément, voilà, énormément d'articles qui se renvoient la balle, et ça continue, on peut s'arrêter là. Non, alors en arrière, toc, 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 encore un peu, 2 fois. Voilà. La dernière étude ici qu'on a en Suisse est toute récente, s'intéresse aux essais à long terme et dit, regardez le graphique de droite, tant qu'on n'est pas en prairie, au mieux on peut perdre un peu de carbone et pas trop, mais on ne peut pas en gagner. Vous pouvez cliquer 2 fois là. Ce qui fait donc cette conclusion de dire on ne pourra pas séquestrer 4 pour 1000 dans l'agriculture suisse, et puis il faudrait regarder plutôt du côté du labour profond, enfouir les horizons A à 60-80 cm, mettre des biochars, etc. Voilà. Alors si vous cliquez suivante, pendant ce temps-là, sur le terrain, donc c'est quelque chose qu'on a publié nous, notre équipe, donc cette fois-ci on farm à grande échelle, cliquez. Qu'est-ce qui se passe? Là, on s'aperçoit qu'entre la fin du XXe siècle et maintenant, on est passé effectivement de sols qui étaient émetteurs. Vous avez les ordonnées, c'est les taux de changement annuel en pour 1000, pour se comparer aux 4 pour 1000, à des sols qui sont maintenant largement séquestrants. On est au-dessus des 5-6 pour 1000 en 2015. Voilà. Et si on prolongeait droite, 2020, ce serait du 10 pour 1000. Voilà. Donc un gros contraste entre ce qu'on observe en station de recherche et ce qu'on observe en fait sur le terrain. Mais ça, c'est des résultats relativement récents. Suivant. Voilà, avec des facteurs de séquestration qui sont, là, les publications, je l'espère, vont bientôt sortir, sont tout à fait identifiées. Ça répond très très bien, toutes ces exploitations agricoles. On voit que ce sont les couverts végétaux, principalement, qui vont être les grands pourvoyeurs de carbone pour le sol. Les apports organiques aussi, mais attention, est-ce qu'ils sont endogènes, avec des mines possibles à exploiter comme le BRF, et puis le statut des prairies temporaires très particulier, puisqu'on entend très souvent les prairies temporaires qui sont citées comme étant un facteur de qualité du sol. Qualité au sens large, peut-être pas faux, mais pour le carbone organique, sur l'ensemble des régions qu'on a couvertes maintenant, les prairies temporaires sont neutres par rapport au bilan carbone, pour une raison qu'on pourra peut-être évoquer dans le débat, mais c'est qu'apparemment les agriculteurs qui ont des prairies temporaires matraquent par contre sur les cultures annuelles qu'ils ont de la rotation, beaucoup plus que les autres, c'est ce qui ressort de nos chiffres. En facteur négatif suivant, on retrouve le travail du sol, ce qui peut paraître contradictoire avec certaines publications, mais pour expliquer, mais c'est le gros facteur négatif suivant. Et puis, tout ça est modulé par le rapport matière organique argile. Autrement dit, plus vous saturez votre sol en matière organique, plus il faut, si vous voulez continuer à gagner, appliquer des leviers puissants pour gagner, ou réduire les leviers négatifs. Suivant. Alors, enseignement, la correction de perte de matière organique a déjà eu lieu, en tout cas autour du Léman, et sur les cantons d'ailleurs, sur le Jura, c'est la même chose. Suivant, on a dépassé le 4 pour 1000 en 2012. Suivant, il y a un 10 pour 1000 qui peut être visé, c'est l'objectif du plan climat Genève. Il paraît raisonnable, il est peut-être même déjà atteint, avec tout ce potentiel de croissance qu'on voit en bleu, c'est tous ceux qui sont encore en négatif, et il y en a encore beaucoup. Suivant. Voilà, et à comparer avec effectivement les conclusions qu'on peut avoir en station de recherche, où on dit, non, on ne peut qu'être émetteur. Voilà. Suivant. Il y a les pièges, attention. Alors, on pourra en reparler aussi, je pense que c'est un sujet important, mais est-ce que les labours profonds, les biochars, dont on a entendu parler tout à l'heure, quelques autres sujets, peuvent être appliqués? Quels sont les dangers? Il y a des articles, j'en donne un ici, plusieurs articles qui mettent en alerte sur les stratégies. Est-ce qu'il faut viser simplement l'augmentation de carbone, c'est-à-dire en gros séparer la question carbone-climat de la question qualité des sols ou pas? Suivant. Le mirage de la technologie du big data, c'est-à-dire que là, on voit très bien dans tous les rapports, qu'ils soient internationaux ou plus locaux, que l'une des premières conclusions est qu'il faut des nouvelles technologies.
C'est peut-être pas ça le problème, on le voit dans les résultats. Ça ne veut pas dire que les nouvelles technologies ne seraient pas utiles, mais il faut peut-être les développer à bas bruit, au service de stratégies pour les agriculteurs, et peut-être pas en s'accrochant, comme on a tendance à le faire, au fait que grâce à une nouvelle technologie suivante, et c'est exactement par exemple sur le site de la FAO ici, regardez, Innovation in Understanding Soils, tout ça, c'est pour nous parler d'analyse par infrarouge, qui est très connu depuis très longtemps, et regardez le sous-titre, How a breakthrough in soil analysis could change our food systems for the better. Voilà, ça c'est vraiment le mirage de la technologie suivant, qui peut aussi nous conduire à nous éloigner des acteurs. On voit par exemple que le monitoring carbone, ici en Suisse, on arrive très bien à le faire avec les agriculteurs. C'est économique, c'est extrêmement performant. Suivant. Voilà, donc en gros, il y a une tendance lourde qui est de dire attention, il vaut mieux travailler la qualité des sols que stocker du carbone à n'importe quel prix. Et finalement, on est peut-être gagnant en travaillant sur la qualité du sol, c'est-à-dire avec ces pratiques dont on a parlé tout à l'heure, ces leviers du stockage de carbone. Suivant. L'enjeu, il est aussi beaucoup au niveau de la chaîne de valeur. Besoin de formation sur les sols et l'agriculture, c'est évident au niveau de la chaîne de valeur. Suivant. Besoin d'une feuille de route robuste. Faute de feuille de route, on le voit ici dans certains cantons, on met des millions sur la table sans avoir la feuille de route. Et là, on bascule dans toutes sortes de, j'ai envie de dire, tout simplement les fonds en question passent à l'équarrissage. Les labels fichent l'innovation, c'est dangereux. La question des pesticides ne doit pas être découplée à tout autant de sujets qu'on abordera peut-être. Suivant. Et en gros, je rappelle toujours ce petit schéma que j'aime bien, ce petit dessin. En environnement et en agronomie en particulier, on est souvent à ce genre de carrefour, simple but wrong, ou complex but right. Et là, ça nous oblige à penser à la complexité. Voilà, suivant. Je vous remercie. J'ai presque tenu mes 10 minutes. Merci Pascal pour ton intervention. Je tiens juste à préciser que si vous avez des questions sur ce qui vient de se dire, c'est à la fin, on aura bien 15-20 minutes de questions. Parce que là, il y a du contenu et je pense qu'il y a matière à poser pas mal de questions. Donc maintenant, on va passer à l'intervention de Robin. Heureusement, là, tu vas pouvoir passer tout seul. Voilà. Et le micro, je pense que tu peux prendre celui-ci. Ouais. Celui-là. Ouais, parfait. À gauche. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Robin Fischer, ingénieur agronome conseil au laboratoire Célesta Lab. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un laboratoire spécialisé dans les analyses biologiques de sol et de produits organiques. On est situé à Moguio, près de Montpellier, donc dans le 34. Et ça fait 25 ans qu'on existe et donc on a développé une expertise sur les sujets de biologie des sols et d'analyse de matière organique. Aujourd'hui, je vais vous parler de stockage de carbone et du lien qu'on peut faire avec la fertilité des sols. Voilà. Alors, je voudrais faire un petit rappel qu'a fait Pascal tout à l'heure. C'est qu'avant tout, la matière organique, c'est du carbone. Donc, c'est à peu près 58%. Donc, on considère qu'il y a 58% des atomes qui constituent les particules de matière organique dans un sol qui sont des atomes de carbone. Donc, je vais beaucoup parler de matière organique par la suite. En fait, par matière organique, il faut entendre carbone. Alors, il existe différents types de matière organique. Et donc notre travail à Célesta Lab, c'est de différencier ces types de matières organiques, de comprendre leurs fonctions, leur rôle dans le sol et les interactions qu'il peut y avoir entre ces différentes matières organiques. Donc comment les distinguer ? Je vais vous présenter 3 indicateurs analytiques qu'on a développés au laboratoire. C'est 3 façons de voir la matière organique différemment. Et donc je vais commencer par le premier indicateur, ce qu'on appelle le fractionnement de la matière organique. Ce fractionnement va permettre de séparer la matière organique selon sa taille, en fonction de si on a une matière organique grossière ou fine. Donc pour ça, en fait, on va passer notre échantillon de sol au tamis à 50 micromètres. Donc 50 micromètres, c'est un demi-dixième de millimètre. Ce qui fait plus de 50 micromètres, c'est ce qu'on va appeler la matière organique libre. Donc ce que vous voyez là sur la photo. Je ne sais pas si on a un laser, mais enfin. Donc on a des fragments de matière organique, on arrive encore à distinguer vaguement l'origine de ces matières organiques. Cette matière organique, elle est encore très riche en carbone, elle est très énergétique et intéressante d'un point de vue nutritionnel pour la biologie du sol. Donc voilà pour le premier compartiment. Le deuxième compartiment, c'est ce qu'on appelle la matière organique liée. Donc vous voyez sur la photo que les fragments sont beaucoup plus petits. C'est de la matière organique qui est déjà très dégradée, plus stabilisée, qui va être beaucoup moins intéressante d'un point de vue nutritionnel pour la biologie du sol, mais qui va avoir un certain nombre
qui va améliorer un certain nombre de propriétés du sol, notamment les propriétés structurales, les propriétés de rétention en eau et en cation. Le deuxième indicateur permet de séparer les matières organiques selon qu'elles sont vivantes ou mortes. Donc nous, au laboratoire, on mesure ce qu'on appelle la biomasse microbienne. Donc on va doser le carbone qui est le carbone microbien, donc le carbone principalement des champignons et des bactéries. Donc cette biomasse microbienne, c'est la fraction active, c'est en fait les micro-organismes qui vont dégrader la matière organique du sol, qui vont minéraliser la matière organique du sol. Enfin, le dernier indicateur va nous permettre de différencier la matière organique du sol selon qu'elle est digestible ou pas digestible. Donc, c'est ce qu'on appelle la minéralisation potentielle du carbone et de l'azote. Donc pour cet indicateur-là, en fait, on va prendre un échantillon de sol, on va le mettre dans les meilleures conditions de température et d'humidité, on va le laisser donc à 28 degrés pendant 28 jours, et on va regarder la quantité de CO2 qui se dégage et la quantité d'azote minéral qui se libère dans le sol. Et on estime que le CO2 qui se dégage, il provient de la minéralisation de la matière organique. Donc ça donne une idée de la fraction de matière organique qui est facilement dégradable. Et donc pareil pour l'azote, puisqu'en se minéralisant, la matière organique, elle va libérer de l'azote, elle va libérer de la fertilité. Donc voilà pour ce dernier indicateur. Donc voilà, je vous les ai remis l'un à côté de l'autre. Donc il faut savoir que ces trois types de matière organique, elles n'ont pas le même temps de résidence dans le sol. Pour la matière organique libre, donc c'est de la matière organique encore relativement jeune, qui est en cours d'évolution, on a un temps de résidence dans le sol qui est d'une 15aine d'années. Donc temps de résidence moyen à peu près. Pour la matière organique liée, c'est de la matière organique qui est beaucoup plus stable, qui a un temps de résidence beaucoup plus long, de l'ordre de plus d'une 50aine d'années. Donc là, on peut retrouver des particules qui ont quelques dizaines d'années et des particules qui ont plusieurs centaines d'années d'âge. Pour la biomasse microbienne, le temps de résidence il est beaucoup plus court. On estime qu'en une année, il y a l'ensemble du carbone microbien qui s'est renouvelé. Et enfin, au niveau de la fraction active de la matière organique, là, c'est beaucoup plus... on a un temps de résidence qui est beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 4 à 6 mois. Donc, il y a des interactions en fait, entre ces différents compartiments. Donc, c'est ce que vous voyez avec les différentes flèches. En fait, la biomasse microbienne, elle va consommer principalement la matière organique libre, qui est intéressante énergétiquement. Elle va libérer du CO2 et de la fertilité. Et c'est bien en fait l'interaction qui est intéressante pour l'agriculteur. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, quand on s'intéresse au stockage de carbone, à la séquestration de carbone, on s'intéresse surtout à la partie qui a la matière organique qui a un temps de résidence relativement long dans le sol. Et justement, en fait, l'idée, c'est de s'intéresser aux interactions, donc pas que au capital organique. Donc je vais prendre une métaphore pour illustrer ça. On peut considérer le capital organique comme un capital financier, comme une certaine somme d'argent qu'on a sur notre compte en banque. La biomasse microbienne, ça correspond à la carte de crédit qui permet en fait de retirer de l'argent ou de payer des choses. Et avec l'argent qu'on retire ou qu'on dépense, ça nous permet de vivre au jour le jour. Donc, si on s'intéresse que au capital, en fait, c'est comme si on avait un compte en banque avec une grosse somme d'argent. Si on a un gros capital, on a par exemple 100 000 euros, mais si on a une toute petite carte de crédit qui nous permet de retirer que 10 euros par jour, même malgré le fait qu'on a beaucoup d'argent, on vit très mal au jour le jour, parce qu'on a justement une toute petite carte de crédit. Donc l'idée, c'est de faire fonctionner en fait, les indicateurs les uns avec les autres. Alors, je vais vous présenter 4 idéotypes. Alors, sur ces graphiques, vous voyez finalement, c'est des bilans humiques un peu simplifiés. Donc, avec en vert les entrées de carbone, en rouge les sorties, et en gris le bilan. Donc, le premier idéotype, le premier cas, c'est un cas de surstockage. Donc, on a beaucoup d'entrées. Donc finalement, pour le stockage, c'est assez positif, mais derrière, on a très peu de sorties, donc très peu de flux de fertilité.
Donc finalement, ce n'est pas très intéressant pour l'agriculteur. Alors d'un point de vue du stockage de carbone, c'est bien, mais finalement, le flux de fertilité associé, il est très faible. Donc c'est comme si vous avez beaucoup de rentrées d'argent, mais vous dépensez quasiment rien, donc au jour le jour, vous vivez mal. Le deuxième cas, c'est le cas où on a un faible flux, donc on a à la fois des faibles entrées et des faibles sorties, donc on est quasiment à l'équilibre, mais pareil, comme la situation précédente, on a un faible flux, donc c'est pas bon. Donc deux situations qui ne sont pas optimales. La troisième situation, c'est la situation vers laquelle il faudrait tendre, c'est-à-dire avoir à la fois des entrées conséquentes, mais également des sorties suffisantes pour assurer le flux de fertilité, mais des sorties qui soient inférieures aux entrées pour que le bilan soit positif. C'est typiquement, vous gagnez, je sais pas, 2 000 € par mois, vous en dépensez 1 500, donc vous vivez correctement, mais vous avez quand même un peu d'économie à la fin du mois. Et le dernier cas, c'est pas le pire cas. En fait, c'est un cas où finalement il y a très peu d'entrées, mais beaucoup de sorties. Donc la fertilité à court terme est très positive, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on est en train de décapitaliser. Donc au bout d'un moment, les sorties vont diminuer parce qu'il n'y aura plus de capital. Voilà, c'est comme vous, si vous gagnez 2 000 €, vous en dépensez 2 500, donc tous les mois vous sortez 500 € de vos économies. Si vous avez 10 000 € d'économies, au bout d'un an et demi, il ne vous reste plus rien. Voilà, donc je vais conclure. Donc on a des fonctions qui sont associées au capital organique d'un sol, mais également à la libération de ce capital, comme ce qu'on a vu. Il est nécessaire de trouver un compromis entre le stockage de carbone et la minéralisation de la matière organique. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci Robin pour ton intervention. Donc juste pour vous faire un petit récapitulatif, on a vu avec la première présentation ce que c'était de stocker du carbone, la différence avec les séquestrations et les pratiques qui pouvaient avoir un impact sur ces notions-là, stockage-séquestration. Et avec Robin, on a vu comment le carbone était stocké, sous quelle forme il était dans le sol. Et maintenant, donc, je vais laisser la parole à Éric Zéchia, qui travaille, donc, comme je l'ai dit, au CESBio, et qui, lui, va nous expliquer un peu de quoi on parle quand on raconte les flux de carbone. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça signifie? Je vais te laisser aussi prendre la main sur. Ok, merci. Donc, je précise, je suis écologue, je ne suis pas de formation. Il se trouve que petit à petit, j'ai travaillé de plus en plus sur des questions liées à l'agriculture, aux grandes cultures, et qu'il se trouve par hasard que je suis dans un laboratoire qui s'appelle le CESBio, qui est très orienté sur l'imagerie satellite. Donc, par ce concours de circonstances, j'ai été amené à travailler sur des questions qui sont en lien globalement avec l'atténuation du changement climatique en grande culture, mais plus particulièrement ces dernières années sur l'estimation des composantes des bilans carbone sur des grandes cultures et à différentes échelles spatiales, aussi bien avec des approches in situ, ça va de l'analyse de sol, prélèvement de sol, jusqu'à des approches combinant modélisation et utilisation d'imagerie satellite. Et donc, pour planter un peu le décor, la question, c'est un petit peu de savoir, quand on travaille à des grandes échelles, dans quel système on se situe. Est-ce qu'on est plutôt à gauche ou plutôt à droite, dans un paysage où il y a des pratiques agroécologiques qui sont mises en place? Il y a une tendance à l'heure actuelle à s'orienter vers plus d'agroécologie. Mais la question, c'est quel est l'état des lieux à l'instant T, comment mesurer la transition et aussi comment estimer l'impact que ça a d'un point de vue stockage carbone. Et de manière plus générale, on se rend compte que pour aborder ces questions-là, on manque cruellement d'outils de diagnostic spatialisés, multicritères, parce qu'ils peuvent être utiles pour estimer le bilan carbone, la production de biomasse, les rendements, les besoins en eau des cultures. Donc on développe des outils qui essaient de faire tout ça, d'autres effets climatiques comme l'albédo. Et c'est important parce qu'on cherche à guider guider ces nouvelles pratiques et objectiver leurs bénéfices environnementaux
Et donc, je vais parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et avant, pour expliquer comment moi j'ai abordé la question des bilans carbone. Le bilan carbone, comme on l'a dit, ça traduit, moi je l'exprime comme ça, voilà, ça traduit l'évolution d'un stock de carbone organique dans le sol entre deux dates. Voilà, alors ça peut être entre le début et la fin d'une année culturale, entre le début et la fin d'une rotation de culture, sur 10 ans, sur 100 ans. Et pour la mesurer, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs approches. Il y a en faisant des prélèvements de sol et en analysant les sols, comme on vient de le voir. Mais si on cherche à quantifier précisément cette variation de stock, ça nécessite de faire un très grand nombre d'échantillons. Il y a un protocole très carré à suivre. C'est relativement coûteux à mettre en œuvre à grande échelle. Et surtout, ça ne donne pas vraiment une vision dynamique des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer d'une année sur l'autre combien de carbone on a stocké ou déstocké. Parce que sinon, ça nécessiterait de faire des milliers d'échantillons au sein d'une parcelle. Donc, c'est très utile pour plein de choses et c'est l'information de référence. Mais si on veut avoir une analyse dynamique des choses et mieux identifier l'impact de certaines pratiques ou l'impact d'années climatiques un peu particulières sur l'effet que ça peut avoir sur ces stockages-déstockages, c'est plus difficile. Il y a d'autres façons du coup d'aborder le bilan carbone. Et ce qui a surtout été développé par mes collègues agronomes et pédologues pendant quelques décennies, on va dire, c'est des approches centrées sol, c'est-à-dire avec des modèles sol, comme AMG, comme ROTC, il y en a plein, qui sont très utiles à la fois pour comprendre les processus au niveau du sol, mais, et pour faire de la quantification, mais qui nécessitent de fournir des infos précises concernant les restitutions de biomasse au sol, et ce qui pose tout un tas de questions. Donc il faut avoir des informations précises en entrée sur la biomasse qui rentre dans le sol, sur les propriétés de sol initiales, sur le stock initial de matière organique. Et donc ça pose tout un tas de questions, et notamment quand on veut les mettre en place dans un objectif label bas carbone ou marché du carbone, notamment sur l'objectivité de l'information qui va être fournie par l'agriculteur concernant la biomasse qu'il a produite sur telle ou telle parcelle. Ça nécessiterait d'avoir aussi des protocoles un peu cadrés, scientifiques, sur la façon de collecter l'information sur le terrain en termes d'analyse de sol, biomasse, etc., pour les donner à manger à ces modèles. Et puis, moi, de par mon passé d'écologue, j'ai une approche un peu différente, qui était d'essayer d'analyser les entrées-sorties, l'ensemble des entrées-sorties du système, avec un focus donc un peu plus centré sur la végétation, parce que le premier déterminant des bilans carbone, c'est la biomasse qui rentre dans le sol, donc c'est la production de biomasse et ce qui en sort au moment de la récolte. Et donc, pour rappel, ce qu'on cherche à quantifier dans cette approche, c'est ce qui rentre par photosynthèse, ce qui sort du système via la respiration de la plante et puis la minéralisation de la matière organique, donc la respiration du sol. Et pour pouvoir calculer un bilan carbone, on a aussi besoin de savoir quelle est la quantité de carbone exportée à la récolte et importée. La question, c'est comment on met en œuvre une approche de ce type-là, à grande échelle, pour notamment pouvoir aborder des variabilités entre parcelles ou en intraparcellaire des bilans carbone. Alors, pour ça, on s'est appuyé sur une nouvelle génération de satellites. En fait, on a eu la chance au CESBio, 15 ans avant le lancement de ces satellites-là, de bénéficier de satellites similaires, avec des observations privilégiées sur notre terrain de jeu. Et on a pu donc commencer à développer des approches qui nous permettaient de cartographier un certain nombre de propriétés à la surface, de la biomasse, de l'humidité du sol, de l'occupation du sol, des pratiques. La question maintenant, c'est comment on utilise ces différentes informations pour quantifier des bilans carbone. Alors, le suivi par satellite, ça ne fait pas des miracles, mais ça a des... C'était marrant dans la présentation de Pascal tout à l'heure, j'ai reconnu certains industriels, enfin certaines entreprises qui peuvent parfois survendre un peu à quel point on peut faire de la révolution verte en utilisant les nouvelles technologies, et j'adhère pleinement à ça. Mais ceci dit, ça a quand même des utilités. Et si je prends cet exemple-là, ces deux exemples, ça permet, on vient de produire là, la première carte
national des intercultures, sachant que jusqu'à présent, on n'a aucune information exhaustive sur est-ce qu'il y a des couverts intermédiaires à tel endroit ou tel endroit. Donc, le satellite permet de faire ça. Il permet donc de, globalement, avoir une information spatialisée, objective, concernant les pratiques et les rotations de culture. Et ça permet, comme c'est de la haute résolution, de voir les hétérogénéités de développement, ici de couverts intermédiaires au sein d'une parcelle, et donc de pouvoir dire à tel emplacement de la parcelle, j'ai eu de la biomasse produite, à tel autre non, et donc de mieux quantifier et de manière plus objective ce qui a été produit en termes de biomasse et ce qui va rentrer dans le sol pour alimenter le sol en carbone organique frais. Et ça, il n'y a que la télédétection qui peut vous permettre de le faire. Et donc pour pouvoir utiliser de manière optimale cette information satellite, on a développé une approche de modélisation agronomique dédiée à l'utilisation de l'imagerie satellite. Alors c'est un modèle agronomique pas très compliqué, dont le principe c'est qu'il utilise des informations de carte de culture pour savoir quelle culture il y a sur quelle parcelle. On a donné de la donnée climatique en entrée, éventuellement de la donnée sol si on couple avec des modules du bilan d'eau, je ne rentre pas dans le détail. Et le modèle simule en aveugle un certain nombre de variables agronomiques, de la biomasse, des rendements et des indices de végétation. Et l'idée, c'est de comparer ce que le modèle simule avec ce que voit le satellite en termes de dynamique de développement de la végétation et de calibrer la phénologie dans le modèle. Quand est-ce que ça commence à pousser, à quelle vitesse, quand est-ce qu'on rentre en sénescence, quand est-ce que ça se termine, et l'efficacité de photosynthèse de la culture en contraignant le modèle à reproduire ce qui est vu par satellite, ce qui permet d'être plus précis en termes d'estimation de biomasse, rendement, flux de CO2. Et si on dispose de quelques données agriculteurs, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations, à la différence de modèles agronomiques comme Styx, où il faut les dates, les quantités de fertilisants, etc. Et bien là, il suffit juste après d'avoir des informations sur les flux latéraux de carbone, export ou non de paille, de couverts intermédiaires, sous forme de cive, amendement organique, et on peut boucler le calcul d'un bilan de carbone et faire ça du coup à la parcelle. Ici dans le cas de tournesol, si je me souviens bien, on a produit des cartes de flux de CO2, de carbone exporté à la récolte et de bilan carbone, et ce qui permet d'analyser spatialement dans le temps d'une parcelle à l'autre, d'une année à l'autre, comment évoluent les choses, et ça permet de prendre en compte aussi l'effet de certaines pratiques. Là, c'est des flux annuels de CO2 pour des rotations tournesol-blé, sans prendre en compte le fait que dans la réalité, il peut y avoir des repousses spontanées, des adventices ou des couverts intermédiaires, dont on n'a pas l'info, je vous rappelle, de manière exhaustive, nulle part, ni même dans le RPG, ni ailleurs. Et là, avec le satellite, on voit où il y a eu de la végétation entre les deux cultures, et on peut obliger le modèle à prendre ça en compte dans son calcul des bilans carbone. Et donc, c'est assez intéressant, parce que les deltas, juste avec des adventices, les impacts que ça peut avoir sur les bilans carbone, ça peut être très significatif. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen que via le satellite pour le voir. Et donc là, on est en train de développer de nouvelles générations, un nouvel outil plus opérationnel dans une perspective de marché du carbone à l'agriculture, de PAC aussi, d'indicateur carbone pour la PAC, qui est une chaîne de traitement qui s'appelle AgriCarbonio, mais peu importe. L'intérêt, c'est qu'elle va nous permettre de réaliser des cartes à haute résolution, de biomasse de couvert, de flux net annuel de CO2, de bilan carbone, et donc d'avoir une vision dynamique des choses, de pouvoir quantifier l'effet de certains leviers sur les flux, sur les bilans de carbone, et surtout d'être cohérent avec les échelles à laquelle on va essayer de vérifier l'information. C'est-à-dire, quand on fait des prélèvements de sol sur les parcelles pour analyser s'il y a eu des stockages de carbone, on fait des prélèvements qui sont localisés, et là on va pouvoir comparer. Vous voyez qu'au sein des parcelles, les hétérogénéités en termes de bilan carbone peuvent être très fortes, parce qu'il y a des différences en termes d'entrée de biomasse dans le sol au sein de cette parcelle, qui sont notamment liées, dans le cas-là, à des hétérogénéités de développement des couverts intermédiaires. Donc, et puis, c'est compatible avec différents standards comme Vera. Voilà. Et donc, je vais peut-être passer vite sur les avantages, les limites de l'approche, parce que le temps tourne, mais
Jusqu'à présent, on avait fait le choix assumé de ne pas coupler ce modèle-là avec des modèles sols, comme AMG, comme ROPC, etc., comme ceux du label Baccaron, parce que les données, les informations concernant les propriétés de sol, on cherche à travailler de manière spatialisée, je vous rappelle. Elles ne sont pas assez précises pour les mettre en entrée d'un modèle sol et ressortir des résultats qui aient du sens. Si vous avez du bruit en entrée d'un modèle, vous ressortez du bruit. Or, dans le contexte du label bas carbone ou du marché du carbone qui est en train de se mettre en place, ce qui change la donne, c'est qu'on va avoir des analyses de sol à la parcelle ou sur l'exploitation, sur différents systèmes de culture et différents types de sols. Et donc là, ça a du sens de coupler nos approches basées sur le satellite avec des modèles sol pour avoir des estimations plus précises à long terme des bilans carbone. Et en conclusion, l'idée, c'est globalement d'essayer de développer une approche qui est cohérente avec les recommandations de l'initiative internationale CIRCASA et puis les standards de monitoring du carbone qui se mettent en place, qui permettent de faire de l'évaluation multicritère qui est indispensable à l'évaluation des politiques publiques et à la mise en œuvre de pratiques durables. C'est une approche qu'on développe dans le perspective d'une application vraiment à grande échelle, notamment pour la PAC, mais j'ai pas le temps peut-être d'en parler aujourd'hui, mais peu importe, et qui est bien adaptée du coup à l'étude de l'effet de, pas toutes, mais d'une bonne partie des pratiques agroécologiques, et notamment une qui a le plus fort impact d'un point de vue stockage carbone, ou séquestration du carbone, devrais-je dire, qui sont les couverts intermédiaires. Et il reste encore évidemment du travail de développement à faire, parce que c'est des méthodes qui sont complexes, pour analyser la transposabilité de ces approches à différents territoires. Donc c'est encore des sujets de recherche, hein. On n'est pas dans de l'outil opérationnel, mais voilà, on essaie de mettre de la cohérence entre les processus qu'on connaît, ce qu'on peut voir par satellite, et puis les objectifs qu'on se fixe en termes de monitoring du bilan carbone. Et pour avoir des outils, je terminerai là-dessus, qui sont plus précis pour éviter notamment qu'il y ait des décotes sur les primes qui sont versées aux agriculteurs en fonction du carbone qu'ils stockent. Voilà. Merci Eric. Donc là maintenant on va passer à la dernière présentation. C'est intéressant parce que Eric nous a expliqué ce que c'était les flux du carbone, ou du moins comment on les prenait en compte, et aussi l'apport que peut avoir l'imagerie satellitaire lorsqu'on parle de suivi parcellaire et notamment de suivi de pratiques des agriculteurs. Et donc ça fait une bonne transition vers... Je retrouve ton diapo, Étienne. Hein, tout de suite. Je pense que tu vas te mettre ici, comme ça on va oui, si tu veux. Et ça fait une bonne transition avec la start-up d'Étienne. Par contre, il n'est pas projeté... Qui en fait sont à l'échelle d'agriculteurs qui vont avoir des projets bas carbone et stocker du carbone. Et donc il y a un grand besoin de suivi des pratiques que les agriculteurs mettent en place, et c'est pour ça que ça fait un lien assez intéressant entre ces deux présentations. Il faut juste que j'arrive à fermer ça. Alors du coup, le temps que les slides arrivent, donc du coup moi je suis Étienne, un des deux fondateurs de Rise. Je vais expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'est Rise. J'ai initialement été honoré mais quelque peu surpris d'être invité parmi du coup les experts scientifiques du sujet. Parce que j'ai quitté la science il y a environ une dizaine d'années, et je suis ingénieur généraliste, pas du tout orienté agronomie initialement. Et mon rôle, ça va être de vous présenter comment est-ce que nous, on construit une infrastructure de suivi carbone de manière à ce que cette transition, elle se mette en œuvre sur le terrain. Donc je vais vous parler un petit peu technologie et un petit peu terrain. Donc avant tout ça, je vais commencer par vous parler de qui on est, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui. On est une start-up à impact. Donc notre mission, elle est vraiment très importante. Ce qu'on cherche à faire, c'est aider l'agriculture durable à être adoptée à grande échelle, et on considère que la brique du financement est un élément qui est absolument essentiel. Dans développement durable, il y a le mot durable, et durable veut dire une organisation sociale qui est pérenne et qui repose sur des fondamentaux économiques qui sont importants. Donc un élément qui est important. En termes de solutions, qu'est-ce qu'on propose ? On propose une solution intégrée. Ça, c'est la première solution qu'on a déployée aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite. Mais aujourd'hui, c'est une solution intégrée de crédit carbone qui repose sur une plateforme, un outil qui permet à un agriculteur de construire avec ses conseils un plan d'action
carbone et qui permet aussi le suivi du projet et de sa performance carbone dans la durée. Mais au-delà de la plateforme, il y a un service. On apporte un service de financement intégré, c'est-à-dire qu'on va apporter tout dans la même, tout sur le même support, à la fois le suivi carbone, la gestion de la certification, notamment dans le cadre du label bas carbone, on y reviendra, et puis la vente des crédits carbone. On a une stratégie aujourd'hui qui est beaucoup axée autour des partenariats avec des acteurs de terrain, type coopérative agricole, négoce, tout un tas d'autres types acteurs qui vont conseiller les agriculteurs dans leur transition. Et un des éléments qui est spécifique chez nous, c'est que 100% de notre technologie aujourd'hui est propriétaire. On a reconstitué l'ensemble de la stack techno à l'intérieur de notre infrastructure. Voilà, on est une jeune société qui a à peine plus d'1 an et on est déjà une équipe d'à peu près 11 personnes. Alors du coup, moi je vais vous expliquer comment est-ce qu'à partir du coup de la science qui nous vient des experts, on va chercher à opérationnaliser cette science du carbone. Donc c'est-à-dire qu'on va faire le lien avec du coup la recherche scientifique. Pour vous donner un petit peu la genèse du projet, on s'était intéressé initialement à la lecture du carbone direct par imagerie satellitaire et on est arrivé du coup, en lisant aussi vos publications, à la conclusion que c'était insuffisant pour suivre le carbone. Donc il y a un fort intérêt dans l'opérationnalisation de cette science, le choix des bons outils. On va faire le lien, bien sûr, parce que c'est notre mission de s'assurer que les pratiques de l'agriculture durable sont adoptées au niveau des agriculteurs et même de manière plus générale se diffusent dans l'ensemble de l'écosystème agricole. Pour cela, on va avoir besoin, comme je le disais en introduction, de construire un écosystème qui est pérenne sur un modèle économique qui est à la fois satisfaisant pour l'ensemble des acteurs, mais qui est aussi pérenne, qui s'inscrit dans un temps long. Donc il faut construire ces applications économiques dans un système sous contrainte, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans un cadre légal. Aujourd'hui, par exemple, le marché carbone est un marché volontaire, et on va devoir respecter, du coup, dans la construction de notre outil, les choix de cadre de certification qu'on va prendre justement pour générer des crédits carbone de qualité. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de métier ? Ça veut dire qu'il va falloir effectivement que sur chacun de ces sujets-là, on se positionne. Donc au niveau de la recherche scientifique, il va falloir qu'on sélectionne, qu'on identifie les différentes technologies. Éventuellement, il va falloir qu'on les approfondisse, par exemple s'il manque un paramétrage ou qu'il y a besoin de les compléter ou de venir les interfacer avec d'autres technologies. Ensuite, il va falloir qu'on les mette en production pour qu'on soit capable de les déployer à grande échelle. Et puis, il va falloir aussi qu'on fasse de la veille sur les différentes avancées technologiques, scientifiques, dans une démarche de progrès constant. Et ça, ce sera peut-être la conclusion que je ferai. Cette démarche carbone, elle s'inscrit dans une démarche durable, service écosystémique dans son ensemble. La deuxième chose qui va être importante, ça va être, une fois qu'on s'est approprié cette science-là, il va falloir la rendre accessible, et en particulier à la population qu'on vise, à savoir les agriculteurs. Donc ce qui veut à la fois dire qu'il faut qu'on la simplifie pour que l'agriculteur il soit capable de comprendre qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qui a du sens dans sa situation spécifique, et il va aussi falloir qu'on la rende disponible, et c'est là où l'usage du digital en particulier est intéressant. Du côté des clients, parce qu'on va chercher à construire aussi tout un modèle économique autour de ça, donc il y a une forte ingénierie pour essayer de comprendre quel est le business model, quel est le modèle d'affaires qu'on va être capable de construire et qui va se pérenniser, où chacun des acteurs trouve son compte dans la mise en œuvre de ces actions-là. Donc là, il s'agit de matérialiser une application et il faut naturellement s'assurer qu'on est compatible avec les cadres et par exemple les cadres de certification. Donc du coup, je vais faire un petit focus autour du label bas carbone pour vous exprimer nous. Donc c'est une vision qui est vraiment la vision de RISE du sujet. Donc quelles sont les technologies qu'on a mis en œuvre pour être capable d'apporter le label bas carbone aux agriculteurs et sur le terrain, quelle est l'organisation avec les différents acteurs qui vont prendre part du coup au déploiement d'un projet. Alors tout d'abord, les technologies des crédits carbone. On retrouve les trois personas dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai enlevé les applications parce que ça va être le sujet de la conférence, enfin de la table ronde suivante. Donc je vais juste vous parler de la partie plutôt
outils. Donc, on a la recherche scientifique, toujours les agriculteurs et toujours le cadre de certification qui vont demander des choix technologiques. Sur la recherche scientifique, et en particulier dans le cadre du label bas carbone, on n'a pas tellement le choix, dans le sens où le label bas carbone prescrit l'utilisation d'un bilan GES qui va être basé, entre autres, dans le référentiel GSIM+, et l'utilisation d'un modèle de sol de type AMG. Au-delà de ça, cette fois-ci, RISE, on a fait des choix technologiques qui étaient importants, justement pour être capable de délivrer auprès des agriculteurs cette proposition de valeur. Donc dans la recherche scientifique, comme le disait Eric tout à l'heure, il y a de l'imagerie satellitaire qui est intéressante, en particulier pour faire de la traçabilité. Ensuite, il va falloir apporter à l'ensemble de l'écosystème agricole de manière compréhensible cette application-là, les crédits carbone. Donc là, typiquement, le digital va être un vecteur très important pour être capable de proposer une interface aux agriculteurs, de proposer une interface aux partenaires de terrain, de proposer aussi, parce que qui dit label bas carbone dit audit en fin de projet, traçabilité des données, potentiellement justificative, donc rendre toute cette information disponible et facilement digestible pour les auditeurs à travers notamment une data room. Et puis après, il y a d'autres fonctionnalités relativement avancées qu'on sera capable de proposer dans un second temps. Un élément qui est hyper important aussi ici, qui fait un petit peu l'essence de manière générale de beaucoup de startups, c'est de travailler notamment sur l'expérience utilisateur, parce qu'il y a la techno, mais il y a la manière dont elle va être utilisée, et travailler sur la manière dont elle va être utilisée pour que l'outil puisse être pris en main, puisse être compris. C'est vraiment quelque chose qui est important pour que l'outil devienne de plus en plus intuitif. Et ça, c'est un élément qui est hyper important quand on construit du coup une technologie et qu'on essaye du coup de la proposer au plus grand nombre. Et ensuite, au niveau du label bas carbone, c'est un processus administratif qui est relativement complexe. Et là, du coup, ça va demander aussi pas mal d'automatisation dans le choix des différents scénarios de référence pour comparaison des différents scénarios de l'agriculteur, autour des données climatiques aussi, pour aller récupérer automatiquement l'ensemble de ces données climatiques et météo, pour les données du sol, et puis aussi toute l'ingénierie administrative pour faciliter derrière l'écriture et la soumission des dossiers. Sur le terrain, pour vous parler un tout petit peu de mise en œuvre, le label bas carbone, il s'est penché sur un certain nombre de leviers. Donc tous les leviers durables au bas carbone n'y sont pas nécessairement, mais de la même manière que nous, ils ont eu besoin de faire des choix dans cette première version. Les leviers qui sont proposés par le label bas carbone sont notamment l'insertion des couverts intermédiaires, la restitution des résidus, la réduction des engrais minéraux, typiquement par exemple par les légumineuses, et puis l'apport d'engrais organiques et la réduction de consommation de carburant. Ça, c'est les différents leviers qui sont proposés par le label bas carbone. Et la vision de la mise en œuvre avec RISE, donc là, je pense que tous les acteurs qui se penchent sur le sujet vont avoir une proposition de valeur qui va être différente, une organisation qui est différente et qui va faire que différents acteurs vont se tourner vers RISE ou vers d'autres entreprises. Mais typiquement, nous, la manière dont on voit les choses, c'est qu'entre ce qui va séparer l'agriculteur du moment où il décide de se lancer dans un projet bas carbone et le moment où il va effectivement réussir à obtenir un financement, il va y avoir 4 grandes étapes. La première étape, ça va être l'évolution des pratiques, parce que le crédit carbone va venir rémunérer une économie carbone, donc par rapport à un scénario initial. Donc il va falloir mettre en place des nouveaux leviers. Et ensuite, donc ça, on va le faire en partenariat avec l'agriculteur, avec ses conseils. On va les accompagner, je vais expliquer après comment. Et ensuite, nous, c'est ce que je disais en introduction, on est une solution intégrée, à savoir, on va apporter à la fois tous les outils qui permettent de faire le suivi du carbone, on va s'occuper de la reconnaissance des économies carbone de l'agriculteur auprès du label bas carbone. Et dans un dernier temps, on va, soit nous-mêmes, soit à travers des partenaires, organiser la vente des crédits carbone de manière à avoir un financement qui soit clé en main pour l'agriculteur. Et typiquement sur le terrain, la manière dont ça va se construire, c'est que soit un agriculteur seul, soit dans la majorité des cas, l'agriculteur accompagné d'un conseil, vont bénéficier du coup d'un accompagnement à la prise en main, la compréhension des différents leviers,
d'accompagnement sur comment est-ce qu'ils font pour s'organiser, pour être capable de déployer les projets sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait un accompagnement? Enfin, on va les accompagner vraiment sur tous ces aspects-là, potentiellement apporter d'autres outils à travers d'autres partenaires si besoin. Donc il y a un vrai accompagnement qui se met en œuvre dans la durée. Et ensuite, à travers la plateforme, on va proposer essentiellement 4 étapes. Donc 2 étapes sur lesquelles ils vont être impliqués. Premièrement, l'estimation du potentiel carbone. Ensuite, une fois que l'agriculteur a estimé son potentiel carbone, il est capable de savoir si ça l'intéresse ou pas de s'engager dans un projet label bas carbone. Et là, on va rentrer dans une étape qui va être beaucoup plus consommatrice en temps, en justificatif, en données, où on va définir un plan d'action concret, détaillé, au niveau de l'exploitation agricole. Et ensuite, du coup, on va suivre le projet dans son ensemble. La constitution du dossier auprès du label bas carbone et puis le suivi du carbone dans la durée. Et en conclusion, je voudrais peut-être prendre un petit peu de hauteur par rapport au crédit carbone et faire 2 remarques. La première remarque, c'est que le crédit carbone sert aujourd'hui à financer une transition. Son objet, c'est vraiment de venir financer des économies de carbone. Donc en fait, il s'inscrit dans un univers où c'est la première pièce du puzzle. Mais derrière, typiquement, ce sera aux filières de prendre le relais pour tout ce qui va être, par exemple, le maintien du carbone dans les sols, le maintien des bonnes pratiques. Et donc, du coup, c'est une première brique d'un édifice qui reste encore à construire. Et c'est intéressant parce que ça permet de financer l'investissement initial des agriculteurs. Mais quand on prend un petit peu de recul par rapport à ça, c'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul élément qu'il faut considérer dans cette transition-là. Et le deuxième élément sur lequel je voulais prendre un petit peu de recul, aujourd'hui tout le monde parle de carbone, mais l'idée justement du carbone, le crédit carbone aujourd'hui c'est l'outil le plus mature pour être capable d'aider les agriculteurs à faire cette transition vers de l'agriculture durable. Mais les prochaines étapes, ça va être d'apporter la science, alors sur le carbone, de l'approfondir, d'aller vers des outils de plus en plus performants pour suivre le carbone, mais il va falloir bientôt intégrer aussi toutes les autres dimensions pour ne pas se concentrer uniquement sur le carbone, mais aller chercher les autres bénéfices environnementaux. Je vous remercie. Merci Étienne. On va passer maintenant à une dizaine de minutes pour des questions. Après, on aura une pause et on finira la journée sur la table ronde autour du marché du carbone, où on pourra un peu plus parler des différents labels, de la mise en valeur lorsqu'on est agriculteur et qu'on stocke du carbone. Je voudrais juste être sûr que Pascal et Ophélie, vous nous entendez bien encore? Oui, on est là. T'es encore Parfait. là. Nickel. Heureusement, ça aurait été dommage sinon. Mais voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, derrière, ouais. Je ne sais pas si Pascal Boivin nous entend à distance. Première question pour lui. Est-ce que vous avez parlé des technologies, notamment de spectro, de la notion de mirage de la technologie. Est-ce que selon vous, cette spectrométrie, j'imagine c'était la spectrométrie dont vous parliez, ça pourrait être une technologie, une métrologie qui permettrait de donner des indicateurs soit à l'agriculteur et à son conseiller dans le pilotage, soit pour avoir un monitoring de suivi de la santé des sols ou de certification des puits carbone à terme. Alors, en espérant que j'ai bien compris la question, vous m'entendez à votre tour? Oui, très bien. Ouais. On dispose aujourd'hui d'à peu près tout ce qu'il nous faut pour évaluer ce genre de choses. Si demain il y a des technologies qui sont plus rapides, plus économiques, c'est tant mieux. En revanche, c'est pas là qu'est le problème. Aujourd'hui, on sait déjà comment séquestrer beaucoup de carbone. Le problème, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire, je ne pouvais pas le détailler dans ma présentation, mais quand on voit qu'on a des agriculteurs, la moitié des agriculteurs sont au-dessus de 5 pour 1000 chez nous, dont 10, 15, 20, 30 pour 1000 et plus. Et l'autre moitié fait la même chose en négatif. Donc la question, c'est comment faire basculer les négatifs en positifs. On sait à quelle pratique ça correspond, il n'y a pas d'incertitude là non plus. Donc c'est pas parce qu'on analyse différemment la teneur en carbone organique ou que sais-je qu'on va changer quelque chose. Le problème, c'est de travailler avec chaque décideur qui est le patron de la PME, qui est le responsable de l'exploitation agricole, et de faire en sorte qu'il soit dans les conditions
de généraliser ce qu'on sait faire. Voilà. Donc, ce qui ne repousse pas du tout l'intérêt des recherches fondamentales, et on en fait nous aussi, c'est simplement qu'on a un travers qu'on partage tous très bien, qui est lorsqu'on voit une nouvelle technologie, on se dit ça y est, c'est la solution. Il y avait un problème et c'est la solution. Aujourd'hui, on est appelé à faire un peu mieux que ça, parce qu'en fait, il faut travailler avec les acteurs sur la mise en œuvre d'un savoir-faire qui est déjà largement suffisant. Tant mieux si on l'améliore, mais le problème, on a tendance à le déplacer. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y avait une autre question devant. C'était par rapport à la PAC. Vous avez dit qu'il y avait une idée de décote. Ça reste hypothétique, mais si vous pouvez développer un peu. Et pareil, savoir si en Suisse, il y a aussi cette idée d'efficacité, de proportionner les subventions publiques aux résultats. Alors, c'est une chose qui commence à intéresser beaucoup les décideurs. Nous, on pousse beaucoup là-dessus. On pousse concrètement, parce qu'en théorie, c'est comme au niveau européen. Il y a une sorte d'incantation, il faut travailler au résultat. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Donc, on a des programmes expérimentaux avec les offices fédéraux pour travailler à des échelles cantonales sur du résultat, en particulier justement sur qualité des sols et carbone. Ce qui pose plein de problèmes techniques derrière qu'il ne faut pas négliger. Il y a du background. On sait probablement aussi comment faire, mais c'est en expérimentant qu'on se rendra compte où étaient les erreurs. Donc il faut le faire à grande échelle. Mais oui, bien sûr qu'il faut aller dans ce sens. Par définition, le marché carbone, lui, il est au résultat. Le problème, c'est que c'est un résultat qui est détectable à 5 ans et plus, en général. Donc ça pose toutes sortes de problèmes de pilotage, aussi bien pour l'agriculteur que pour le financier. Donc on cherche à anticiper. Alors une des solutions qui tiennent la corde aujourd'hui pour anticiper, ce sont des modèles comme Symeos, AMG, qui a été souvent cité. Nous, le point que nous soulevons, c'est que Symeos, Rothie, ne tiennent pas compte du travail du sol. Alors, en station de recherche, il y a des résultats qui disent que c'est peut-être pas si grave le travail du sol, bon voilà. Par contre, en exploitation agricole, on voit que ça influe très fortement sur la dynamique carbone. Pour des raisons indirectes, c'est que ça empêche de faire les couverts végétaux. Voilà. Alors, je ne veux pas détailler, ça c'est de l'agronomie, mais c'est bien connu des gens sur le terrain. Résultat, quand vous faites des méta-analyses à l'échelle régionale, ben, vous voyez que la corrélation négative, c'est entre travail du sol et séquestration de carbone. Voilà. Donc, est-ce que les modèles, finalement, passent outre s'ils arrivent à tenir compte des biomasses découvertes ou pas? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Nous, on a à peu près 200 exploitations sur lesquelles on a 10 ans de rétrospective et les taux carbone. On discute actuellement pour faire des calages de Rothie et d'AMG pour voir si ça marche ou s'il faut les remettre en cause. Voilà. Donc ça, je pense que cette sécurité-là, on ne l'a pas encore. Et en attendant, c'est ce qu'on a de mieux, alors il ne faut pas s'en plaindre. Mais enfin, on n'est pas encore dans un cadre tout à fait sûr. Et plus vite il sera sécurisé, mieux on se portera. Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Ça marche plus, je pense. Je vais faire, c'est pas grave, je vais pousser la voix. C'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Alors il y avait plusieurs aspects donc par rapport à Rothie AMG. Oui, ben ils prennent en compte l'impact des couverts intermédiaires si on leur dit qu'il y a de la biomasse de couverts intermédiaires qui rentre dans le sol. Et la question, c'est voilà, surtout comment on renseigne cette information, quoi. Alors le répétez pas trop à l'extérieur de cette salle, mais moi, si je veux tricher, si je suis agriculteur et que je veux gagner plein de sous, je vais fournir une information. Je vais aller sur le coin de ma parcelle où mon couvert a fait une grosse biomasse et je vais prélever là et je vais dire voilà la quantité de biomasse que j'ai incorporée dans mon sol. On a besoin de choses un peu plus objectives que ça, on va dire. Soit de cadrer un peu les protocoles, la façon dont c'est prélevé sur le terrain, soit avoir une autre vision via le satellite ou les drones pour objectiver ça. Oui, Pascal ? Est-ce que je peux réagir à ça? Oui. On a sur les données carbone, alors il se trouve qu'on a, je vais vous faire rêver, mais en Suisse, on a l'obligation d'analyser le sol de chaque parcelle tous les 10 ans, chaque agriculteur, et en même temps, il doit noter tout ce qu'il fait sur chaque parcelle dans ce qu'on appelle un carnet des champs qui est maintenant électronique. Bon, sur Genève, on a tout digitalisé depuis déjà les années 90, donc tout est en ligne. Alors évidemment, par exemple, sur le bilan carbone, on nous a dit oulala, oui, mais les agriculteurs, c'est pas fiable, ils n'auront pas prélevé correctement. Ben, on est allé derrière eux prélever et on a publié. C'est très précis en fait, c'est-à-dire quand on dispose de l'information sur chaque parcelle en termes de bilan régional, c'est excellent. En termes de bilan par parcelle, il faut quand même prendre quelques précautions, mais en termes de bilan régional, ça surclasse n'importe quel autre monitoring.
Alors, sur le carnet des champs, c'est pareil, il y a beaucoup d'informations. De temps en temps, elle n'est pas juste. Mais à l'échelle globale, ça fonctionne très très bien. Donc nous, on essaye quand même de dériver les indicateurs du fameux carnet des champs. Alors, la chance qu'on a, encore une fois, c'est qu'il est digitalisé maintenant en Suisse. Les parcelles agricoles sont digitalisées par obligation. Tout ça, c'est l'agriculteur qui le fait. Entre guillemets, ils fournissent énormément de services indirectement grâce à ça, et on peut les valoriser. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est déplaçable? Mais c'est pour ça que ça nuance un petit peu ce que vous venez de dire, parce que oui, il faut des données fiables. Il faut le cadre pour ça. En Suisse, on a déjà un cadre. Ça ne veut pas dire que toute l'information est fiable, mais quand on y retourne ou quand on la corrèle en méta-analyse avec ce qui se passe au niveau carbone, on s'aperçoit que ça répond très juste. Alors, donc, les erreurs là-dedans sont relativement faibles. Alors, je connais un petit peu justement comment ça fonctionne en Suisse. Le problème, c'est qu'ailleurs en Europe, on n'en est pas là. Et notamment concernant la qualité de l'information dans les FMIS, là, les logiciels de gestion des données d'exploitation, c'est pas fiable du tout, et les agriculteurs sont assez réticents, et certains ne sont pas formés, certains ne l'en utilisent même pas. Enfin, donc on n'en est pas du tout au niveau de la Suisse, et malheureusement, concernant l'exhaustivité de la collecte de données et la fiabilité non plus. Et j'en suis vraiment désolé. Et après, on parlait des quotas. Alors, c'était pas par rapport à la PAC, au prime PAC. La question, c'était dans le cas du label bas carbone. Il y a différents niveaux de décote en fonction de justement la qualité d'information qui est fournie au modèle. Si on prend on utilise la référence régionale, par exemple, de biomasse de couvert. On va avoir tant de pourcents de décote, je sais plus si c'est 20%. Si on utilise une autre méthode, ça va être que 10%. Et juste pour vous donner une idée comme ça, sur les biomasses de couvert, là on a mesuré sur le sud-ouest, sur un réseau d'agriculteurs qui font du popcorn, on a facilement un facteur 4 dans les biomasses qui sont prélevées. Et encore, on voit qu'il y a un biais, ils ont tendance à prélever les agriculteurs de là où c'est bien développé. Donc, d'une parcelle à l'autre, on peut avoir un facteur 4 sur les biomasses qui sont produites sur le terrain, même plus en réalité. Et donc, ça veut dire à quel point vous voyez les conséquences derrière sur le calcul du bilan carbone, elles sont énormes. Et donc, il y a besoin d'objectiver un peu plus cette information et de la rendre plus précise. Et donc, ça fait partie des critiques que j'ai formulées vis-à-vis de la méthode label bas carbone, parce qu'il n'y a pas de plan d'échantillonnage qui est fourni pour les analyses de sol, en tout cas pas de critères, je dirais, scientifiques. Idem pour les prélèvements de biomasse de couvert intermédiaire, et sur les données de rendement, les données de biomasse de culture qui sont fournies en entrée de modèle. Pareil, c'est basé sur des valeurs moyennes à l'exploitation, de rendement moyen de telle et telle culture. Enfin, et après, on applique des règles de 3 pour estimer la biomasse, puis aérienne, puis totale. Donc, on peut faire mieux que ça, et il faut qu'on fasse mieux que ça. Oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un problème. Pascal, excuse-moi. L'enjeu étant effectivement d'anticiper sur une échelle annuelle ce qui se passe et non pas sur une échelle 5 ou 10 ans. J'ai quand même un petit point que je veux rajouter, c'est que dans la stratégie de passer par l'agriculteur pour avoir de l'information, dans la mesure où on cale les modèles correspondants, qui sont cette fois-ci les modèles régressifs, on sait quel niveau de confiance on peut faire à ce type d'information. Alors chez nous, évidemment, ça fonctionne. Mais surtout, il y a un point fondamental derrière, c'est que l'agriculteur n'est pas mis de côté par des technologies, il est impliqué. Et ça, c'est un risque avec évidemment, on ne va peut-être pas faire changer la politique dans différents pays européens comme ça, mais nous, on apprécie beaucoup de pouvoir permettre à l'agriculteur d'inférer des réponses sur la base de ses propres données. On va juste passer à une autre question et changer de sujet. J'en ai vu une par là-bas. Oui, je voulais juste poser la question de savoir ce qu'il fallait penser des bilans humiques, des indices de régénération. Est-ce que c'est des indicateurs qui sont fiables à suivre par les agriculteurs et le reste Peut-être Robin, tu veux Si j'ai bien... On m'entend ? Ouais. Il faut penser des bilans humiques, c'est ça ? Alors, moi, je suis pas spécialiste du coup de cet indice que je connais pas trop bien, donc là, je pourrais pas répondre. Alors après, bilan humique, on a développé justement des bilans humiques avec le modèle AMG à Celestalab. C'est quelque chose qu'on commence à utiliser.
Après, c'est un modèle. En fait, c'est pas basé finalement sur des mesures, mais vraiment sur une estimation des entrées de carbone via les pratiques. Donc il y a pas mal de paramètres qui sont estimés. Après, ça donne une idée de la tendance vers laquelle on va. Donc ça permet à l'agriculteur de voir est-ce que mes pratiques elles sont plutôt vertueuses ou plutôt est-ce qu'au contraire je déstocke du carbone dans mes sols. Donc je pense que c'est un outil qui est intéressant, mais après ça ne remplacera pas de faire une analyse à un moment donné, je sais pas, tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour vérifier si effectivement on va dans le bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Adèle. Pour la société RISE, du coup, je me demandais quand vous avez construit votre outil, du coup, vous avez beaucoup parlé de l'aspect plutôt numérique, de la construction de l'outil et de l'aspect praticabilité de l'application, mais la partie plus technique de construction de l'outil, d'évaluation de la production ou de stockage de carbone et du coup des crédits carbone, comment est-ce que vous l'avez construit? Est-ce que vous avez travaillé avec l'INRAE ou sur quels essais vous êtes basés? Alors, c'est une bonne question. On a commencé, avant même d'avoir la version du label bas carbone, en fait, dans le label bas carbone, il y a tous les éléments dont on a besoin pour être capable de le construire, y compris les référentiels, les paramétrages. Mais on avait déjà identifié la technologie bien avant, et dès janvier, on avait déjà une version fonctionnelle avec tout un tas de paramétrages qu'on est capable de retrouver en fait dans la littérature scientifique. Donc on s'était intéressé à la littérature scientifique autour des deux modèles à la fois AMG et REC, et ensuite on est allé chercher les paramètres dans la littérature scientifique. Et du coup, pour l'aspect sol, c'est le modèle AMG, le modèle sol. Ouais. Le modèle AMG, ça va être sur la dynamique de la matière organique dans les sols, mais par rapport au type de sol ou des cotes, par rapport à d'où viennent les données, est-ce que c'est comme dans d'autres outils où vous proposez d'utiliser des données plutôt régionales, etc., ou vous êtes plutôt basé sur l'analyse au champ, dans la parcelle, sur les valeurs de matière organique? Alors c'est pas moi qui ai codé le modèle, donc je ne saurais pas répondre exactement à une question aussi précise. Tu veux peut-être commenter sur la manière dont c'est construit dans la méthode label bas carbone? On a 2 minutes juste pour vous. La question c'est quelles sont les sources de données qui sont utilisées par RISE AG, c'est ça? Je pense que ça doit être contexte dépendant, c'est-à-dire que il y a certains agriculteurs qui vont, ou dans certains contextes, certains vont faire des analyses de sol, vont vouloir mettre la main à la poche en gros pour analyser le sol sur leur exploitation quand ils postulent. Et puis d'autres vont se dire, bon non, je vais utiliser le référentiel régional, même si j'ai une décote. Voilà. Là, dans ce cas-là, ça dépend. Je me demandais Je pense que ça dépend à la fois de l'agriculteur ou de la structure qui marche, parce que ça peut être des coopératives, ça peut être des... Voilà. Et puis ça dépend aussi de l'entreprise qui va les accompagner, si elle arrive à les convaincre, ou si elle arrive à leur démontrer qu'il y aura un bénéfice économique pour eux s'ils procèdent de manière plus précise qu'avec des référentiels régionaux. On va devoir terminer. Je suis désolée si d'autres personnes avaient des questions. On va faire une pause jusqu'à 30 et ensuite on passe à la dernière table ronde. Merci.